Les riches sont de plus en plus riches. Karima, ça, c'est rebelote. Là. Oui. On le répète depuis des années. Par contre, j'ai été surpris de constater que dans 9 des 10 provinces, donc la concentration de la richesse se fait de plus en plus vers le haut, à part en Colombie-Britannique. Et j'ai aussi été surpris d'apprendre que c'est au Québec qu'on a le plus de milliardaires au prorata de la population. En fait, il y en a plus de milliardaires en nombre absolu en Ontario, mais ils ont une population qui est près du double de la nôtre. On va en parler avec Colin Pratt, qui est chercheur à l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Là, on parle, on va parler des super riches. Là. On va pas parler des riches. Là. On va parler du 0,01% de la population. Oui, on est dans les décimales ce matin. Là. Oui. Donc, des gens qui valent comme 400 millions de dollars. Là. Exactement. Il y en a quand même beaucoup au Québec. Il y en a beaucoup. Puis, qu'est-ce qui explique ça? Hein? C'est un phénomène qui est quand même assez nouveau, mais qui s'est bâti sur 30-40 ans. Fait que ce que j'ai le goût de vous proposer ce matin, là, c'est la recette de crêpes pour les ultra-riches, telle qu'elle a été mise en place dans les 30-40 dernières années. Je me dis peut-être qu'à la maison, les gens qui nous écoutent sont peut-être en train de se cuisiner des crêpes. On vous le souhaite. Alors, il y a 3 ingrédients, on le sait, les crêpes. Premier ingrédient, la farine. Hein? C'est la base. Fait qu'en matière de concentration de la richesse qui a été obtenue dans les 30-40 dernières années, c'est des baisses d'impôts massives spécifiquement concernant les ultra-riches, le 0,0%, pour vous donner un ordre de grandeur. Là. En 1971, au Québec, le palier d'imposition le plus élevé. Hein, on sait comment fonctionne notre système fiscal. C'est des paliers d'impôt. Le premier 20 000 n'est pas imposé, 20 000, 40 000, 20 etc., etc. Donc, le dernier palier, autrement dit, en 1971, l'imposition qui concernait les revenus dépassant en dollars d'aujourd'hui, là, les gens qui faisaient plus de 2,5 millions de dollars. Quel était le taux d'impôt pour chaque dollar dépassant 2,5 millions? C'est comme ça que fonctionne le dernier palier. Et tenez-vous bien, 83,2%. Donc, chaque dollar qui était obtenu supplémentaire à 2,5 millions, il y avait 83 cents qui allaient à l'impôt, à l'État, et seulement 17 cents qui restaient dans les poches du contribuable. Donc, c'est fascinant quand on y pense aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le dernier palier, là, il est grosso modo de 50%. Et en 1971, c'était pas quelque chose qui était exceptionnel au Québec. C'était la norme partout en Occident. Aux États-Unis, dans certains États, l'imposition marginale, hein, le dernier palier, ça pouvait dépasser 90%. Là. Et, mais justement, le fait, quand vous dites que c'était en haut de 80%, c'est pas ça qui a contribué aussi à l'élaboration de toutes sortes de stratagèmes d'évitement fiscal, même de délocalisation. Donc, il y a eu ça aussi. Ça a été le contrepoids pour ces ultra-riches. Donc, ça pas, est-ce qu'on n'a pas trouvé une façon, est-ce qu'on n'a pas encouragé l'exode fiscal? Oui, puis en fait, vous touchez à un autre ingrédient de notre recette de crêpes, les œufs. Les œufs, ils sont là, ils sont présents, mais on les goûte pas, on les voit pas. C'est les paradis fiscaux. Effectivement, à compter des années 80, il y a eu une augmentation incroyable de ces stratégies. On le sait maintenant, on est habitué avec ce refrain. Là, il n'existe pas un régime fiscal au Québec. Il y en existe 2. Un pour vous et moi, et un autre pour celles et ceux qui sont capables de se payer d'assez bons fiscalistes. Puis, dans les 15 dernières années, il y a Gabriel Zucman, qui est une référence en la matière là, en Europe. Il travaille beaucoup sur les paradis fiscaux. Il a publié une étude il y a quelques années. Il a découvert que dans les 15 dernières années, l'ampleur des pertes fiscales découlant des paradis fiscaux dans les 15 dernières années, concernant les entreprises, elles ont doublé. Puis ça remet les pendules à l'heure, parce qu'en matière de paradis fiscaux, on en parle tellement qu'on a l'impression que le phénomène a bien dû reculer, hein, un peu comme les changements climatiques. Bon, OK, les gaz à effet de serre, on en parle, ça a dû baisser. À chaque bilan, on réalise que non. Mais c'est la même chose pour les paradis fiscaux. Gabriel Zucman nous enseigne que, en fait, le phénomène, il s'est empiré malgré les vertus, les prétentions de ces politiciens qui sont complices. On le sait, là, les experts le répètent à tue-tête. Avec un coup de crayon, j'exagère à peine, on pourrait mettre fin à ce double régime, ce double standard qui s'est bâti dans les 40 dernières années. Il manque-tu un ingrédient dans votre recette? Le lait. Le lait. Ben oui, le lait, qui est aussi une base importante. Lui, on le goûte un peu plus. Là, ça concerne, on a parlé en premier lieu de l'imposition des revenus. Hein, il était à 83%, c'était élevé. Maintenant, il ne faut pas oublier une autre forme de revenu qui est chère aux ultra-riches, les revenus en capital, les gains en capital. En 1996, si on regarde l'imposition moyenne
des ultra-riches au Canada. Là, on parle du 0,1 %. C'est une imposition moyenne parce qu'on le comprend avec les paliers d'imposition. Bon, il y a une partie de tes revenus qui est imposée à 50 %, il y en a une autre qui est imposée à 30 %. C'est un régime progressif. Bref, si on met dans le même pain les revenus de salaire, les gains en capital, en 1996, leur imposition moyenne des ultra-riches, elle était en moyenne de 40 %. Aujourd'hui, Statistique Canada nous montre qu'elle a diminué à 32 %. Qu'est-ce qui explique ça? C'est que dans les années 90, l'imposition du gain en capital, ça, c'est des revenus qu'on fait lorsqu'on transige à la bourse, lorsqu'on vend des propriétés immobilières, etc. Dans les années 90 au Canada, il y a 75 % des gains en capital qui étaient sujets à l'imposition. Parce que, bon, on vit dans un régime où, lorsqu'on réalise, par exemple, 100 000 $ sur une vente de maison, qui n'est pas la nôtre, mais une résidence secondaire, on fait 100 000 $, bien, le régime actuel prévoit qu'il y a seulement 50 % de ce 100 000 qui est sujet à l'impôt. Donc, 50 000 $. L'autre 50 000 $ est libre d'impôt. C'est un régime qui est particulier au gain en capital parce que, à l'inverse, les salaires, vous et moi, quand on fait notre déclaration d'impôt, c'est l'ensemble de nos salaires qui sont sujets à imposition. Alors, bref, en 1990, dans les années 90 au Canada, c'était 75 % des gains en capital qui étaient sujets à imposition, ce qui permettait une imposition moyenne de 40 % pour les plus riches au Canada. Et aujourd'hui, le taux d'inclusion des gains en capital, il a baissé à 50 %. Donc ça a été majeur, particulièrement à partir des années 90, parce que le mode d'enrichissement des plus riches s'est fait de plus en plus sur le mode du gain en capital. On le sait. Ben, c'est plus facile pour eux d'emprunter, là, par exemple, sur les taux d'intérêt, quand vous avez des garanties, des choses comme ça, alors que le commun des mortels, ça peut être des fois plus compliqué d'aller... Tout à fait. Puis le mode de rémunération, par exemple, le PDG de Métro, le PDG de la Banque Royale, etc., là, eux, ils sont payés souvent en boni ou peu importe, en actions. Mais ça, c'est pas du salaire, c'est du gain en capital. Puis il y en a seulement la moitié qui est sujet à imposition. Donc, ça explique bien des choses. Je veux savoir, là, les super riches, ça sert à quoi dans une société? Est-ce que parce que là, on va parler avec quelqu'un qui a de l'argent dans quelques instants, Dominique Gagnon, on va lui poser la même question. Parce que je sais qu'on nous dit, par exemple, que ça crée des emplois, que ça crée de la richesse, mais... Dans ma tête, quelqu'un qui vaut 500 millions de dollars, c'est pas forcément quelqu'un qui est à la tête d'une compagnie puis qui a 2000 employés. Là. Ça peut être aussi quelqu'un qui a fait de l'argent à la bourse, quelqu'un qui est... Un héritier. Un héritier également. À quoi ça sert dans une société? C'est une excellente question parce que dans les années 70, là, quand on considérait les revenus supérieurs à 2,5 millions, on les imposait à 82 %, mais c'était une toute autre conception de la richesse qui aujourd'hui nous apparaît un peu anachronique. Hein? C'est qu'à l'époque, une société était riche de sa richesse collective. Dans les années 70, tout était à bâtir. Je veux dire, il fallait bâtir la baie James, il fallait mettre sur pied le réseau d'éducation publique, il fallait mettre sur pied la RAMQ, le réseau de la santé, etc. Donc, la ponction fiscale, particulièrement des ultra-riches, était légitime parce qu'une société était riche de sa richesse collective. Maintenant, aujourd'hui, puis c'est peut-être, disons, dans la recette, là, ça, c'est peut-être le gain le plus extraordinaire de la classe des ultra-riches dans les 30-40 dernières années, c'est qu'il y a eu un inversement de la conception de la richesse. Aujourd'hui, une société est riche de ses ultra-riches. Donc, c'est une conception individuelle de la richesse. On se dit, ben, l'État qui va chercher 82 % des revenus élevés, voyons, c'est confiscatoire, c'est punitif. Mais ce l'est quand même. Là, on peut dire que c'est justifié ou non, mais ce l'est. Parce qu'il y a quand même une vraie question que je peux me poser, puis je peux imaginer qu'il y a des auditeurs qui disent, ben, à quoi ça sert alors de travailler si, à un moment donné, 82 % est récupéré? C'est aussi un frein à l'investissement, ça peut être un argument de dire ça ne l'était pas à l'époque, dans les années 70. C'est ça qui est intéressant. Ben non, parce que vous dites qu'après, il y a eu des stratagèmes pour faire de l'évitement fiscal et même de la délocalisation, parce que les gens ont dit, regarde, c'est pas vrai que moi, je vais faire ça, puis finalement, je vais me faire confisquer 82 %, donc on va aller ailleurs. Donc, on a un problème collectif. Ça, je pose la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une guerre contre les ultra-riches aujourd'hui? Mais il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est de revenir en arrière puis épouser une recette de crêpes telle qu'elle prévalait dans les années 70, là, revoir cette fiscalité-là qui a été transformée à l'avantage des ultra-riches. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est sur le plan, du discours
discours, du débat public, des représentations. Aujourd'hui, vous posez la question, M. Villemur, à quoi sert quelqu'un de 500 millions? Mais aujourd'hui, le discours nous dit, une personne qui a 500 millions, il va investir dans l'économie, il va dépenser, il va participer au PIB, etc. Alors que cette vision qui prétend que la concentration de la richesse au sommet finit par ruisseler et bénéficier à tout le monde, c'est une vision qui craque de plus en plus parce qu'elle n'a pas rempli ses promesses. Je veux dire, on a baissé l'impôt des plus riches dans les 30 dernières années. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Mais y a-t-il un paradoxe? C'est-à-dire que on veut que les plus riches paient, puis on se dit c'est injuste, mais en même temps, il y a une sorte de guerre contre ces personnes-là. Il n'y a pas comme un paradoxe. On en veut aux riches, mais on veut leur argent. Attendez, on va inclure dans la discussion Dominique Gagnon qui nous attend au bout du fil. Il est cofondateur et PDG de Connect Go. Lui, il y a peut-être une autre perspective, puis il a mérite d'être entendu. Bonjour. Salut, ça va bien? Oui, je vais vous poser juste la même question que j'ai posée à Colin Pratt. À quoi ça sert pour la société, là, un ultra riche? On ne parle pas de quelqu'un qui vaut 5-10 millions, même si c'est déjà beaucoup d'argent. On parle de quelqu'un... au Québec, la moyenne, c'est 408 millions pour ces familles-là. À quoi ça sert pour la société? Ouais, ça va peut-être te surprendre, parce que je suis pas tout à fait en accord avec la personne qui est là en ce moment, mais je suis quand même en accord. J'avais écrit un blog dans Les Affaires qui avait dit « Les milliardaires servent à rien ». J'avais même dit qu'il y a un défi parce qu'effectivement, on en arrive à un certain niveau de richesse où on est même en train de faire un monopole de l'innovation, un monopole de vraiment de la fortune. Puis le plus gros problème, c'est que le capital travaille plus vite que le travail. Fait que je suis en partie d'accord qu'il y a un certain niveau de richesse sur lequel les gens ne réinjectent pas. Moi, je pense que sur les ultra-riches, il faut effectivement réfléchir une partie de la fiscalité. Surtout, il faut les obliger d'une certaine façon à investir, à participer au PIB. C'est ce que je trouvais intéressant de l'autre intervenant. Moi, ce qui me tanne, c'est les gens qui font des grosses sorties, beaucoup d'argent au Québec, puis ensuite s'achètent un gros chalet, une maison en Floride, et ils placent leur investissement dans des placements extrêmement sécurs et ils ne contribuent pas à la vitalité économique. C'est ce qu'on voit beaucoup moins chez les Américains. Quand on regarde les Américains qui ont fait des sorties, on peut penser à la Silicon Valley. Moi, je viens du monde de la technologie. La plupart des gens qui sont devenus ultra riches ont créé des fonds d'investissement, ont réinjecté dans les nouvelles entreprises, dans les nouveaux entrepreneurs, dans les startups, et ils ont créé un mouvement qui a créé énormément de richesse. Puis la chose qu'on oublie, c'est que grosso modo, la seule façon de distribuer de la richesse, c'est de faire de la richesse. Et de continuer de taper sans cesse sur la tête des entrepreneurs, sur la tête des riches, de faire ils sont tellement méchants. Moi, je trouve que ça amène rien au débat. À un certain moment, il ne faut pas oublier, on est, si je me rappelle bien, 12% à peu près qui paie 75% de l'impôt. Il faut s'assurer. Mais si on va dans la tranche ultra riche, comme vous le dites, donc 500 millions et plus, les milliardaires au Québec, je suis d'accord que ceux-là, il faudrait quand même réfléchir. Est-ce que leur rapport à la société est suffisant? Puis est-ce que réellement leur argent est réinvesti, crée des emplois, crée de la richesse? Mm-hmm. Et moi, je suis quand même inquiet aussi avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de très, très riches et de plus en plus de très, très pauvres. Puis ça, moi-même, comme entrepreneur, personne qui a réussi, vendu sa compagnie, ça m'inquiète. Oui, mais justement, à partir de quand on est très, très riche? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu des bas hors sol, là, les 0,1 %. Puis oui, là, c'est un vrai sujet, je suis d'accord avec vous, c'est préoccupant parce que c'est comme on a l'impression que c'est immatériel, tout ça. Mais à partir de quand on devrait commencer à taxer plus, selon vous? Là? À partir de quand on est très riche au Québec puis que ça devrait être un effort de plus? Est-ce que Dominique entre dans cette catégorie? Je ne connais pas le patrimoine de M. Dominique. Vous pourrez nous le révéler si ça vous intéresse. Et moi, je trancherai. Êtes-vous un ultra-riche ou non? Bon, non, mais à partir de quand? C'est une excellente question parce que c'est un sujet qui est de plus en plus débattu partout à travers l'Occident. Par exemple, en France et même ici au Québec, il est question d'une imposition du patrimoine. Hein? Le patrimoine, c'est l'ensemble des actifs nets, là, après les dettes, bien sûr, donc des actions à la bourse, des propriétés immobilières. Et ce patrimoine a grossi d'une manière phénoménale dans les dernières décennies, en partie parce que les revenus étaient de moins en moins imposés. Hein? Parce que lorsqu'un riche là, fait 4, 5, 10, 20 millions de dollars par année, puis qu'à l'époque, il en donnait 83 % à l'impôt, grosso modo, il en gardait 17 %. Bon, qu'est-ce qu'il faisait avec ce 17 % -là? Peut-être qu'il pouvait s'offrir des sorties au restaurant, etc. Mais aujourd'hui, lorsque cette imposition a fondu à en moyenne 32 % selon Statistique Canada, il y a de l'argent en trop et cet argent-là, elle peut bien être dépensée sur un mode de consommation de luxe, mais il y en a une partie qui est juste réinvestie sous forme d'actions à la bourse, sous forme de propriété immobilière, de sorte qu'il y a un patrimoine qui s'est bâti au même rythme qu'on imposait de moins en moins les revenus.
ou les gains en capital, de sorte qu'aujourd'hui, c'est une manne. Puis c'est une manière d'aller récupérer de manière, en quelque sorte, rétroactive des revenus passés donc, insuffisamment mais si on est, imposés. Mettons, un gouvernement qui serait plus à gauche, là, ou même au centre, peu importe, là, qui dirait « OK, go, on y va. » là. Au Québec, on devrait faire quoi, concrètement? Moi, je pense qu'une société qui accumule les ultra-riches, là, comme c'est le cas en ce moment partout en Occident, c'est un luxe. C'est un luxe. Mais de plus en plus un luxe que nos sociétés, aujourd'hui, avec des services publics en lambeaux, des infrastructures qui s'écroulent. Bref, c'est un luxe qu'on peut de moins en moins se permettre collectivement. Puis ça, on le réalise de plus en plus, ça fait son chemin, mais pour le moment, les ultra-riches, gardent le cap. On parlait tantôt d'une guerre aux États-Unis. En ce moment, c'est une guerre qui est à leur avantage. Dominique Gagnon, moi, j'ai été surpris, par contre, de voir qu'on avait le plus de milliardaires au Canada. Au Québec, au prorata de notre population, on entend constamment des gens dans le milieu de l'entrepreneuriat dire le Québec, c'est pas une place pour les entrepreneurs, le Québec aime pas ses entrepreneurs. Moi, je pense que j'ai même dit ça il y a 10 jours à l'antenne de Cube. Là. Et je le pensais sur la base de d'autres indicateurs, mais quand même, les milliardaires ne s'enfuient pas, au contraire. Non, les milliardaires s'enfuient pas. Puis encore une fois, là, quand on dit que les gens paient 32 ou 37 % d'impôts, en tout cas, moi, j'en paye plus que ça, je peux vous garantir, quand je regarde ça. Puis moi, ce qui m'énerve un peu du discours aussi, c'est de dire qu'il faudrait que les ultra-riches ou que les riches, peu importe comment on les appelle, pallient l'incompétence de l'État et l'incapacité. Je pense que la plupart des gens comme moi aimeraient payer plus s'il y avait des meilleurs services, s'il y avait une meilleure gestion de cet argent-là. Est-ce que les gens quittent? Non. Par contre, je peux donner un exemple. Moi, j'ai un associé en France qui est en train de s'établir au Québec. Pourquoi? À cause de l'impôt sur la fortune. Il dit, il y a quand même des limites. On va venir me chercher 80 % de ce que je fais. Il va s'en aller. Et ça, faut arrêter de penser que les gens vont rester à tout prix. Je pense pas qu'on doit retourner à 80 % d'impôts. Est-ce qu'un ultra-riche devrait contribuer à plus de 50 %? Je pense que oui. Je pense qu'on a un truc à faire, mais il faut aussi à un certain moment récompenser l'effort, le travail. Les ultra-riches, moi j'ai un peu plus de misère avec les héritiers, mais les ultra-riches qui sont devenus ultra-riches par eux-mêmes, il faut quand même reconnaître que du travail derrière ça, il y a eu du risque. Moi, j'ai fait une faillite perso il y a 15 ans en étant entrepreneur, j'ai tout perdu. Il y a aussi ça qui vient avec bâtir, être entrepreneur, parce que le problème souvent des discours aujourd'hui, puis de la gauche souvent, c'est comme si on était nés tous riches facilement et qu'on n'avait pas pris de risques et qu'on ne méritait pas cette accumulation-là d'une certaine passion de la richesse. Par contre, assez d'accord que si tu payes 100 millions, de dire qu'il y en a 99 placés dans des comptes qui te ramènent de l'intérêt et que tu contribues pas à l'économie, c'est pas acceptable. On a besoin effectivement de ça. Mais focusons aussi sur rendre notre État un petit peu plus efficace, moi, je pense. Mm-hmm. Mais là, moi, je trouve qu'on met beaucoup d'attention sur les 27 familles milliardaires au Québec. Là. Mais mettons, là, est-ce que, Dominique Gagnon, vous êtes un entrepreneur, vous faites de l'argent, est-ce qu'on devrait, peut-être pas, comme vous dites, à 82 % revenir dans les années 70, mais mettons, là, à partir de combien de millions on devrait taxer plus, selon vous? 2 millions? 1 million? 5 millions? Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir de quand on doit demander plus aux riches? Effectivement, je pense qu'il faudrait établir le chiffre. Selon moi, c'est plus à 1 million. C'est la réalité, sans vouloir répéter, les fonctionnaires de l'État ont tous 1 million dans leur compte en régime de retraite, ce que moi, j'ai pas. Là, j'ai rien de garanti de ce côté-là. Les policiers prennent leur retraite à 55 ans avec 1 million de dollars et plus dans leur fonds de retraite. Fait que l'aspect de millionnaire, il faut l'enlever. C'est quelques millions, probablement autour de 5 millions, dans lesquels on commence à avoir une certaine indépendance financière et qu'on est capable, si on est capable de vivre de ses intérêts, pour moi, on est rendu riche, on est rendu indépendant. Donc, il faudrait regarder. Après, il faut pas oublier, c'est aussi nous qui, souvent, vont donner le plus à de la philanthropie. Moi, j'ai été impliqué avec les causes des jeunes de la DPJ. On fait des donations, etc. Puisque la communauté anglophone fait plus que nous. Moi, je pense qu'on devrait valoriser plus ça chez les riches. Mais regardez, les buildings d'université, c'est des noms d'entrepreneurs. C'est des gens qui ont bien réussi. Et je suis d'accord, il faut arrêter de focusser sur les quelques milliardaires. C'est pas la norme. Et le problème, c'est que les gens qui écoutent ça, ils se rabattent sur les petits entrepreneurs. Faut pas oublier, les entrepreneurs moyens, là, ils sont vraiment pas riches. Ils travaillent fort, ils essayent de bâtir, puis s'ils réussissent à la fin de finir avec 1 million, ils sont souvent chanceux. Moi, je trouve que l'État, les fonctionnaires de l'État sont vraiment plus confortables que nous autres, avec un meilleur gain. Moi, je trouve que c'est un meilleur bet quasiment d'aller travailler pour l'État qu'à entreprendre aujourd'hui. Avec la pression qu'on a, dès qu'on fait de l'argent, on est méchant. Merci beaucoup, Dominique Gagnon. Merci beaucoup, Colin Pratt. Vous aviez, il y avait quelques terrains d'entente quand même. Hein? Ah, bien sûr. J'avais pas prévu ça. Merci à vous deux. Bonne journée, bonne semaine.